apologize, I'm going to speak in French, but if there are any questions in English, I shall be able to answer after the speech. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le directeur du musée de m'avoir invité dans ce lieu prestigieux, magnifique et avec une très belle exposition du musée privilégié aux Français, et je vous en remercie tout à fait. Je voudrais remercier aussi Inès Paspinto qui m'a très gentiment invité, ainsi que mes collègues portugais Carlos Fapiero et Roy de Almeida. Cette rencontre est due à un colloque qui a eu lieu à Séville en décembre dernier et où nous nous sommes dit, tiens, j'ai dit pour ma part, je reviendrai du Cap-Vert en direction de Paris avec un stop à Lisbonne et on s'est dit pourquoi pas faire une conférence à ce moment-là. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici ce soir. Et puis je voudrais saluer tout particulièrement Cécile Rodriguez qui est là au premier rang et qui est une de mes étudiantes à Paris avec laquelle nous avons écrit un livre sur les amphores de Bibracte, les timbres des amphores de Bibracte, et qui est venue de l'Algarve pour nous rencontrer ici aujourd'hui avec son fils. Et j'en suis vraiment très heureuse et je la remercie. Alors maintenant, nous allons partir vers le sud de la France, ce qu'on appelle la Gaule du Sud, la province de Narbonnaise, pour parler d'amphores, de production, de contenu et d'exportation. Vous savez que les amphores, c'est un contenant à 2 anses, fait pour être porté, transporté et voyagé. En soi, les amphores ne sont pas très intéressants. En revanche, leur contenu est passionnant. Et c'est avec cela que l'on va plutôt travailler. Les Celtes, ancêtres des Gaulois, buvaient de la bière, de l'hydromel aussi. Mais ils ne connaissaient pas le vin et n'avaient pas de vignoble. Donc le vin, pour eux, c'était bien inconnu pendant très longtemps. Et puis, un jour, sont venus les Grecs de Phocée, en Asie mineure, qui sont venus du côté de la côte provençale et qui ont créé une colonie à Marseille. Et comme c'était en particulier des viticulteurs, ils ont commencé à cultiver la vigne dans cette petite partie de ce qu'on appelle la Cora, c'est-à-dire le territoire de Marseille, et ont apporté les premiers vins vers l'intérieur de la Gaule en très petite quantité, ainsi que sont venus aussi des vins qui venaient d'Étrurie, les Étrusques en produisaient également. Et je vous montre ici des amphores à vin grecs de Marseille du IVe siècle avant Jésus-Christ, que l'on retrouve donc dans un comex qui va échanger le métal, les esclaves, avec du vin. Ce premier vin que vont boire les Gaulois en toute petite quantité, car le territoire de Marseille est assez minuscule et ce vin coûtait probablement très cher. Puis, entre la fin du IIIe siècle et le 1er siècle avant notre ère, les Gaulois apportent des millions d'amphores, je dis bien des millions d'amphores de vin rouge qui viennent de la côte tyrrhénienne de l'Italie. La côte tyrrhénienne, c'est la côte ouest de l'Italie. C'est un marché très prospère pour les marchands italiens qui viennent échanger leur vin contre du métal et des esclaves, mais cette fois en quantité absolument énorme. Une épave que nous avons fouillée, on en a parlé tout à l'heure, dans les années 70 au large de Toulon, qui s'appelle la Madrague de Gien, a coulé par 20 mètres de fond. Elle venait de la côte tyrrhénienne de l'Italie. Elle était chargée de ces fameuses amphores à vin d'Italie que l'on voit ici. L'épave en contenait à peu près 7000. On en a retrouvé plusieurs centaines. Les amphores étaient résinées à l'intérieur, comme toujours, pour les rendre étanches, et fermées par un bouchon de liège, et dessus une couche de ciment qui était faite en pouzzolane. Ces amphores contenaient encore du vin, en voici la trace, nous les vidions chaque jour sur le ponton que l'on voit ici. Il s'agit du vin rouge italien qui date des années 70
et celui-là a été trouvé en 1973 donc, dans cette épave de la Madrague de Gien. On voit encore à côté de l'amphore la trace du bouchon en porcelaine. Je vais vous montrer si je trouve la flèche. Oui, il est là. Hop. Et pourquoi du vin rouge? Parce que c'était du vin ordinaire que l'on envoyait chez ces braves Gaulois jugés comme de terribles barbares. Car le vin romain de bonne qualité était du vin blanc, le vin que buvaient les classes aisées. Au passage, quelques-unes de ces amphores ont contenu des grains de raisin frais qui ont roulé quand on a vidé l'amphore, puisqu'on les vidait systématiquement tous les jours. Et donc, on a vu passer sous nos yeux des raisins en bonne forme de 70 avant Jésus-Christ. Pour les avoir goûtés, je peux vous dire qu'ils avaient le goût d'eau de mer. Alors, ce vin d'Italie, on le voit, parle de cette côte tyrénienne dont les principaux ateliers sont là en Étrurie, et puis dans la région de Pompéi, ici, toute cette zone-là. Et ce vin va partir essentiellement dans cette direction, vers la frontière avec la Germanie, et puis vers la Grande-Bretagne. Il est distribué en Gaule par la vallée du Rhône et la vallée de la Seine, mais aussi vers l'ouest par la vallée de l'Aude et la vallée de la Garonne, et gagne l'ensemble de la Gaule. Il est distribué également vers la péninsule ibérique, où on le trouve très largement sur la côte orientale de la péninsule ibérique, et puis il va aussi bien sûr vers l'Afrique du Nord. Diodore de Sicile écrivait au 1er siècle avant notre ère: les Gaulois sont amateurs de vin à l'excès. Aussi, de nombreux marchands italiens, poussés par l'amour de l'argent qui les caractérise, considèrent que l'amour du vin des Celtes est pour eux une aubaine, car pour une amphore de vin, ils reçoivent un esclave, échangeant la boisson contre les chansons. Donc c'est formidable, on vend à peu près 20 litres de vin rouge ordinaire et on reçoit un esclave bien musclé, gaulois, qui va permettre de faire de bonnes affaires en Italie. La Gaule romaine, conquise en 52 avant Jésus-Christ par César, par Jules César, ressemble à ce puzzle avec des provinces différentes, et nous allons nous intéresser surtout à la province verte, qui est la province de Narbonnaise, qui a été conquise, la première, bien avant les autres provinces de la Gaule que César a gagnées peu à peu. Avec la conquête romaine, la province de Narbonnaise a été conquise bien avant, comme je le disais, dès 118 avant Jésus-Christ. C'est le moment de la fondation de Narbonne, sa capitale. Et à partir de ce moment-là, et surtout après, presque un siècle plus tard, va se développer un vignoble local. Le vignoble gaulois du Midi arrive suite à la colonisation romaine et se développe en Gaule du Sud à partir de la fin du 1er siècle avant notre ère. Il croît en importance, monte en puissance au 1er et 2e siècle de notre ère, et l'on connaît aujourd'hui plus d'une centaine d'ateliers d'amphores à vin qui ont été installés dans cette région pour exporter ce fameux vin du Midi gaulois. Les Gaulois qui n'étaient pas sont devenus viticulteurs. Ils sont même devenus d'excellents viticulteurs d'après les textes anciens comme ceux de Pline, qui écrivait « Ils savent inventer de nouveaux cépages résistants aux gelées », puisque c'était bien la question, et ces cépages s'appelaient l'Allobrogica, chez les Allobroges, dans la vallée du Rhône, la Biturica, je ne sais pas si c'est l'ancêtre du mot biture, ou la Rhaetica, ou encore la Carbonica, qui avait la faculté ou la caractéristique de passer sa fleur en un jour et donc d'éviter la gelée. Les Gaulois savent aussi tailler la vigne, la greffer, orienter les plants par rapport au vent et pratiquer des coupages de divers vins. Donc ce sont devenus, ces Gaulois qui ne connaissaient pas le vin une centaine d'années avant, des gens qui sont devenus de fameux viticulteurs. Et voici, au 1er siècle de notre ère, la carte de tous les ateliers d'amphores
on connaît en Rhône méridional, ça c'est la vallée du Rhône, ici, Lyon, la vallée du Rhône, Narbonne. Tous les points noirs correspondent à des ateliers d'amphores. On en connaît donc plus d'une centaine maintenant, et on sait qu'il nous en manque beaucoup, notamment dans la vallée du Rhône. Nous ne les avons pas trouvés, mais nous savons qu'ils ont existé, on en reparlera plus tard. Les villas romaines, les vignes, avec des chais pour faire le vin, et les ateliers d'amphores vinaires sont les traces archéologiques du développement du vignoble pour l'exportation du vin sous le Haut Empire. Pour ce qui est des chais, c'est-à-dire des caves où on va faire le vin, on a retrouvé de nombreuses vignes viticoles qui sont équipées de chais avec des dolias, qui sont ces énormes vases que l'on connaît très bien au Portugal, puisqu'on fabrique encore du vin dans des dolias au Portugal. Et on connaît environ 80 chais d'époque romaine dans le Languedoc. Lorsqu'on les fouille, les caves, les chais ressemblent à ceci. Le fond du dolium est conservé, donc là, aligné à l'intérieur du chai. Et bien sûr, avec les cultures qui ont succédé à l'abandon de ces caves, les labours ont fait que les chais les dolias sont complètement arasés. Mais on retrouve très très bien ce genre de cave. La plus grande de celles-ci est dans la vallée de l'Hérault. Elle s'appelle la villa de Varel et elle avait un chai de 250 dolias. Un dolium contient au minimum 1000 litres de vin. C'est vous dire la quantité de vin que pouvaient contenir ces caves. Cette quantité correspondait-elle à la vendange unique d'une année ou, ce qui est possible, on gardait le vin une année en dolium et on avait besoin de nouveaux dolias vides pour la récolte suivante. Donc la capacité de la cave pouvait être réduite de moitié si on gardait le vin une année dans les dolias, ce qui semble être le cas. La villa d'Aspirant, toujours dans la vallée de l'Hérault, est très impressionnante avec sa cave ici immense, sa cour très grande, une grande piscine, des ateliers d'enfants un peu plus loin, et de nouveau, ces dolias-là correspondent à ces fonds qui sont en place, comme on l'a vu tout à l'heure. Ces dolias étaient résinés pour étanchéifier évidemment la terre cuite. Et c'est une mosaïque de Saint-Romain-Gall qui représente les saisons et les travaux dans les champs, qui nous montre le poissage des dolias. On fait chauffer la résine ici, voilà, sur le feu qui est là. Et puis on a un bâton avec, je suppose, un chiffon au bout qui est trempé dans la résine, et on va résiner cet énorme dolia de 1000 litres en l'inclinant sur le côté. On appelle ça le poissage du dolium. Au jour d'aujourd'hui, dans la vallée du Rhône, à Beaucaire, une cave à la romaine a été reconstituée par Hervé Durand, un viticulteur qui fait de l'excellent vin aujourd'hui, mais qui est passionné par l'Antiquité, et dans ses terres, il y a évidemment un atelier d'enfants gauloises. Alors il a reconstitué au Mas des Tourelles un pressoir à la romaine, que vous voyez là, et puis des dolias, et il a fait son vin de façon exactement à la romaine, avec les aromades, c'est-à-dire plâtre, c'est-à-dire racines d'iris, feuilles grec, pour faire des vins qui sont assez intéressants à goûter pour aujourd'hui, mais très différents pour notre palais. On n'apprécie pas ça comme un bon Bordeaux ou un bon Bourgogne, notre palais a changé. Les goûts ont changé, donc c'est un vin buvable, mais après le premier verre, ça va. Les rendements et les surfaces sont intéressants à calculer. La surface des vignobles est définie pour les archéologues par la capacité des caves ou des chais, quelques dizaines de dolias, quelquefois, pour les plus petits, ou une centaine, voire 200 comme on l'a vu. On peut évaluer, d'après les textes anciens, que le rendement à l'hectare se situe entre 30 hectolitres par hectare et 60 hectolitres. Si l'on tient compte du fait que la vendange vieillit en cave au moins une année,
la capacité de stockage doit être divisée par 2. Ainsi, la taille des vignobles, d'après ce que nous pouvons reconstituer, varie entre une dizaine et moins d'une centaine d'hectares. Ce ne sont pas des vignobles énormes, mais intéressants. Regardons maintenant que nous savons un peu comment ce vin a été fabriqué, enfin, comment la vigne a poussé, comment le vin a été fabriqué dans ces chais, les récipients dans lesquels on va mettre le vin. Et ces récipients, ce sont des amphores qui vont être extrêmement variés, comme nous allons voir. Les premières productions d'amphores, toujours dans le sud de la France, vous voyez ici tous ces points noirs, qui sont les premiers ateliers d'amphores à l'époque augustéenne, c'est-à-dire au début de notre ère. On va se mettre à fabriquer des amphores qui vont imiter les amphores italiennes, ou bien imiter les amphores qu'on appelle pasqualins de la région de Barcelone, de la Tarraconaise, en voilà encore une autre, ou bien toutes ces trois-là imitent des amphores que nous appelons Dressel de 4 et qui sont faites dans l'ensemble de la Méditerranée sur un modèle qui vient de la Méditerranée orientale. Et puis on va voir dans les premières productions d'amphores à fond plat, celle de Marseille, qu'on appelle Gauloise 2, qui va être la grand-mère en quelque sorte de toutes sortes d'amphores à fond plat qui vont être fabriqués dans le sud de la Gaule. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la partie pointue de l'amphore ne sert pas du tout à l'amphore fichée dans le sable, c'est absolument impossible, mais c'est une poignée qui permet de prendre avec une main lance, avec l'autre le fond de l'amphore et de la vider aisément. Mais l'invention des Gaulois, ça a été de faire des amphores à fond plat, beaucoup plus faciles à disposer. Pour les amphores de type espagnol, imités, donc, ces amphores pasqualins, nous en avons qui sont dans l'atelier d'Aspirant, qu'on a vu tout à l'heure, dans la vallée de l'Hérault, ou dans l'atelier de Montance, qui fabrique des céramiques sigillées, dont on a parlé tout à l'heure, qui se passe dans le Tarn. Et ces amphores donc ont cette forme-là avec des estampilles différentes. Et c'est amusant de voir que les amphores de Montance dans le Tarn signent Tarani. T-A-I-E, donc Ta-R-A-N-I-E, Rani. La distribution des amphores gauloises 2, donc de Marseille, les premières amphores vinaires à fond plat, donc vous voyez le schéma ici, vont être exportées en petite quantité en suivant l'axe du Rhône et en remontant ici vers la Suisse, Bâle, la vallée du Rhin, ou remontant par cette voie différente, remontant par là et aller jusqu'à l'embouchure du Rhin. On en trouve aussi, cette carte est ancienne, quelques-unes dans le reste de la Gaule, dans toute cette zone entre la Seine et la Belgique en particulier. On en a trouvé à plusieurs reprises. Mais c'est un format quand même très minuscule. Ensuite, nous allons voir à la période suivante quelles sont les amphores les plus abondantes que l'on va rencontrer. On s'aperçoit que les ateliers sont beaucoup plus nombreux et les formes d'amphores complètement différentes, à part cette fameuse Dressel de 4 qui, amphore à fond pointu, est encore fabriquée au 1er siècle de notre ère. Mais on va avoir surtout ces amphores à fond plat, dont la plus ancienne est la Gauloise 1 à fond plat ici, puis on va avoir des Gauloises 5 à fond plat aussi, et des Gauloises 4 qui vont, elles, avoir une histoire tout à fait particulière. Pour les amphores Dressel de 4 à fond pointu, j'ai montré un exemple d'une amphore de Cornéllan dans la vallée de l'Hérault, et je vous indique que nous avons fait une base de données qui s'appelle Terre d'amphore et que vous pouvez consulter sur le net, pour laquelle nous avons photographié des échantillons d'amphores de tous les ateliers du Midi, en donnant une photographie de la couvercle, de la surface de l'argile, et une photographie de la section. Lorsqu'on casse l'amphore, on voit comment est constituée la pâte. Et c'est très commode quand on travaille sur le terrain pour arriver à se débrouiller pour savoir si l'amphore
amphores gauloises ou pas. Les amphores de 7 de 4 sont des amphores à vin qui vont être fabriqués sur cette partie de la planche ici de façon pas du tout standardisée dans la Gaule narbonnaise. Vous voyez, il y en a qui sont courtes et ventrues, d'autres qui sont longues et pointues. Il n'y a pas de standard. On va en fabriquer aussi dans le reste de la Gaule, c'est ce qu'on appelle la Gaule lyonnaise, et elles sont tout aussi différentes. Et ce sont, bien sûr, toujours des amphores à vin. Alors elles nous intéressent parce qu'elles ont des contenus et des timbres tout à fait particuliers, notamment voici des exemples de timbres d'amphores de Gaule narbonnaise. TPA, c'est probablement Titus, je ne sais pas quoi, c'est son nom, son surnom, et Rodani. Une autre s'appelle Seneca, une autre Taurus, etc. Flavius Fecit, Licinius. Et puis, ça, c'est le côté très latinisant des productions de la Gaule narbonnaise. Et si on regarde dans la Lyonnaise, c'est-à-dire tout ce qui est au nord, en gros, de la région Lyon-Toulouse, on va voir des ateliers d'amphores très différents par la façon de signer. La façon de signer va être complètement gauloise. On va lire des noms comme Sumenucos, c'est vraiment une consonance gauloise, ou par Sacrovir, rien à voir avec des noms de tradition latine. On est là dans la Gaule profonde, si j'ose dire, mais qui imite déjà ces amphores à vin. Alors pour les amphores à vin de Gaule narbonnaise, de type toujours amphore pointue de 7-4, on s'aperçoit que sur les inscriptions peintes que l'on peignait très généralement sur l'amphore, ce que l'on voit aujourd'hui sur l'étiquette de nos bouteilles de vin, et ici, on a quelques amphores de ce type-là qui sont gauloises et qui ont été retrouvées à Rome sur le marché de Trajan. Et celle-ci dit Sum, c'est abrégé pour Summum, ça veut dire top qualité. VET, ça veut dire Vetus, c'est du vin vieux. Et ensuite, il y a un 5 ici avec un petit accent. C'est une lettre, c'est la lettre V, mais elle a un petit accent, ça veut dire que c'est un chiffre. Donc ce vin a 5 ans. Il vient de Baie-Terrassé, ça veut dire de Béziers, de la province de Béziers. Et c'est le nom du marchand qui est indiqué ici. Et donc, Béziers a exporté du vin vieux de 5 ans. Et une autre inscription nous dit je suis du vin de Béziers, je suis du vin blanc. Donc Béziers a fabriqué aussi du vin blanc, ce qui était signe de vin de grande qualité. Revenons maintenant aux Gauloisins à fond plat. Ce sont des amphores qui sont fabriqués dans la vallée du Rhône et essentiellement dans la région du Gard, quelquefois un peu plus loin, mais celles de la région du Gard ont ces pâtes qu'on appelle kaoliniques, qui sont très particulières, et elles sont intéressantes parce qu'elles vont connaître une diffusion tout à fait régionale. Elles ne vont jamais partir à l'étranger, exceptionnellement. Elles vont avoir des timbres qui rappellent des noms tout à fait latins ou latinisés, comme par exemple les noms à 3 lettres, ce qu'on appelle les tria nomina, prénom, nom et surnom. Ce sont soit des personnages latins, soit des Gaulois latinisés. Donc on est bien dans cette partie de la Gaule qui a été latinisée la première. Les amphores gauloisins contiennent divers types de vins, dont l'Aminéo, qui, d'après la seule marque peinte que l'on a trouvée à Fréjus, non, c'est pas à Fréjus, c'est une erreur, c'est à Arles, elle montre que ce vin, l'Aminéum, était connu pour un très bon vin. L'Aminéum, c'est un cépage qui a été importé de Grèce en Italie, et puis d'Italie en Gaule, et qui fait du bon vin. Il est connu pour être un vin assez cher. Et donc ces Gauloisins vont avoir une exportation régionale et elles vont rarement au-delà de la Narbonnaise. Et puis voilà maintenant les Gauloises 4. Alors ces Gauloises 4, elles ont un fond très étroit, très difficile de bien tenir en équilibre lorsqu'on les pose, une panse extrêmement fine. On suppose, pour avoir vu ça sur les sculptures, qu'elles avaient de la paille tout autour de leur panse pour les protéger, puisqu'elles contiennent 30 litres de vin, en gros, et qu'elles ne pèsent que 10 kilos.
Voici leurs pattes, leur section de pattes et leur couvercle extérieur. Ça, c'est l'atelier de Salerno qui est près de Narbonne. Elles ont des têtes qui correspondent aussi à des noms tout à fait latinisés comme APL, toujours les noms, prénoms et surnoms, ou bien des noms comme Dugnacus Fécit, du Gaulois, ou bien Maturus, Maturi, etc. Mais elles sont souvent timbrées. Alors maintenant, je voudrais vous montrer l'expérience que nous avons menée sur un atelier d'enfants gauloises qui est près de Narbonne, ici, qui s'appelle Salerno. Salerno est un petit village aujourd'hui qui, dans la banlieue de Narbonne, est couvert de vignes, on les voit très bien, là, couvert de vignes. Et quand j'ai commencé à travailler là, en 1976, tout cet espace dégagé aujourd'hui et couvert par un musée n'était que vide. Et les labos profonds ont montré qu'il y avait des tessons et finalement la fouille a montré qu'il y avait une quantité de fours de potiers importants, on en a trouvé 14, une grande galerie avec des tours de potiers, vous voyez ici et là, un bassin qui contenait l'argile qui permettait aux potiers de travailler et de tourner leurs amphores, des dépotoirs d'amphores cassés énormes, des carrières d'argile aussi, nous avons, et des amphores reconstituées en quantité. Les fours sont intéressants parce que dans un premier temps, ils sont de petite taille et l'atelier, au début de notre ère, ne va pas produire d'amphores, mais de la vaisselle, des pots, des choses de petite taille, des lampes à huile, des choses comme ça. Et puis, un peu plus tard, quand le vignoble se développe, on va faire des fours de très grande dimension. Celui-là contient à peu près, lorsqu'on restitue le laboratoire, c'est-à-dire lorsqu'on redresse les murs qui sont là autour, on sait que c'est là qu'on mettait le chargement à cuire. Là, on pouvait en mettre 10 mètres cubes, là, on pouvait en mettre 70 mètres cubes. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à faire des amphores Gauloises 4 en grande quantité. Voici l'atelier en cours de fouille avant la création du musée. Et ici et là, on trouve deux grands fours jumeaux qui mesuraient, dont la capacité était de 120 mètres cubes par four. Donc c'est assez énorme, ça commence à ressembler à une usine à amphores. On pouvait penser qu'on faisait cuire ici, qu'on déchargeait celui-là, on le réparait, et ensuite on déchargeait celui-là, on remettait celui-là en cuisson, enfin toutes sortes de combinaisons pour produire un maximum. Voici les amphores gauloises restituées et mises au musée. Et c'est intéressant de les mesurer puisque sur un atelier et dans un dépotoir commun, donc des amphores de même date, on a pu restituer des amphores qui faisaient 30 litres, comme celle-ci, ou des amphores qui faisaient 38 litres. Et cette différence était due à ce que lorsque le potier tourne et lorsqu'il va arriver au diamètre maximum ici, il est en déséquilibre dans son geste et il va difficilement contrôler le diamètre maximum. Et c'est ce qui va changer complètement la capacité de l'amphore terminée. Donc on n'a pas une standardisation parfaite au sens où on la pense aujourd'hui avec la mécanique, mais il faut bien voir que c'est du travail humain fait à la main et que donc la variété, c'est presque 10 litres. Ces amphores, on va mettre du vin à l'intérieur, on va les résiner, vous voyez les traces de résine ici, et une fois qu'elles sont poissées, on va peut-être en mettre de la paille autour et on va les remplir de vin. Les amphores Gauloises 4 contiennent du vin rouge de diverses qualités, d'après leurs inscriptions peintes, confirmées par les textes anciens. Alors on trouve de la minéraux, ça on l'a trouvé sur les marques peintes, cépage fameux qui fournit des vins de qualité et de bonne réputation. On trouve aussi du picato. Ça n'est pas de la piquette, croyez-moi, c'est un mot qui vient du mot pix, qui veut dire la résine en latin. C'est un vin qui a un goût de pois, on y a ajouté de la résine en poudre. Celui de Vienne se vend très cher à Rome, et Pline écrit, rarement en effet, on a vu jusqu'ici, et seulement par prodigiosité,
l'amphore se payait 1000 sesterces, seuls les Viennois, donc la région de Vienne, semble-t-il, demandent un prix supérieur pour leur vin poissé. Et puis on trouve aussi du Mulsum, qui est du vin mielé, qui a ajouté du miel, et on trouve du Passum, un vin doux fait de grappes qu'on a laissé confire au soleil. C'est une sorte de vendange tardive, en quelque sorte. Alors, ces amphores sont étiquetées, comme je vous le disais. On voit ici l'inscription d'un col d'amphore trouvé à Fos-sur-Mer, qui était en partance vers la Méditerranée. Et on lit ici A-M-I-N, ce qui veut dire Aminéo, c'est un vin d'un cépage aminé. Ici B-A-E-T, ça veut dire pas été rincé de Béziers. Et ici V-E-T, ça veut dire Vétus, il est vieux, il a au moins 1 an. Il arrive aussi que sur certaines amphores gauloises, on lise M-A-S, Mas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire Massalia de Marseille, ou est-ce que ça veut dire Massico, qui est un vin très connu dans la région de Pompéi? Vétus, vieux. Alors, question pour les archéologues, est-ce qu'on a importé en vrac du vin de la région de Pompéi et qu'on l'a mis en amphore à l'arrivée à Marseille ou à Fréjus, ou est-ce que c'est du vin de Marseille à l'époque impériale? On n'a pas de réponse pour le moment. Sauf qu'on sait qu'on a eu à un certain moment, au début de notre ère, des bateaux à dolia. Voilà la coupe du bateau, vous voyez ces énormes dolias qui servaient à faire le vin, qui ont été mis à bord, et puis on a fait un chargement complémentaire d'amphore. Et ces bateaux arrivaient avec donc du vin en vrac, il fallait bien le mettre en amphore à l'arrivée. Visiblement, le système n'était pas très bon, parce que lorsque le bateau arrivait de la région de Pompéi, donc de Campanie, disons à Marseille, il fallait des pompes pour vider le vin de ces dolias, dans d'autres dolias, et ensuite le mettre dans des amphores. C'était assez compliqué, et surtout, le bateau ne pouvait pas repartir à vide facilement, parce qu'il n'était pas assez chargé. Donc ce commerce-là n'a pas duré longtemps, et le vin qui aurait été apporté et mis dans des amphores gauloises est une chose qui n'a pas été très importante dans le commerce des amphores gauloises. Un bas-relief de Neumagen en Allemagne nous montre un bateau sur le Rhin, voilà la personnification du Rhin, et ce bateau contient des amphores gauloises 4 apparemment, et qui ont, vous voyez, ces torsades là, c'est vraiment de la paille pour les protéger et pour qu'elles ne se cassent pas en route. Lorsqu'elles sont exportées, ces amphores, on se demande quels sont les courants principaux. Or, j'ai eu l'occasion de faire des comptages dans tous les endroits où il y a des points sur cette carte, et le comptage, on va comparer des villes qui ont vécu leur vie de ville commerçante entre le 1er et le 3e siècle de notre ère, et nous avons fait des comptages, on a pris en compte toutes les amphores présentes, et on a fait un pourcentage des amphores gauloises. Les amphores gauloises sont représentées par le mauve, et toutes les autres amphores représentées par le vert. Et on voit très bien le grand axe rhodanien qui est parfait pour l'exportation du vin du midi de la Gaule, vers là, et vers là, vers toute la vallée de la Seine aussi. En revanche, si on regarde l'ouest, la vallée de la Garonne et toute cette région au sud de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées, il n'y a quasiment pas de vin gaulois. Donc ces exportations vont essentiellement vers le nord, vers l'Angleterre et vers la frontière germanique où étaient stationnées les armées et où les soldats buvaient pas mal de vin. Voici donc l'exportation du vin narbonnaise vers le nord. Mais ce vin, il arrive, c'est intéressant de voir qu'il est concurrencé, que les amphores sont concurrencés par le commerce de tonneaux qui existe aussi à cette époque-là. Et voici la carte des tonneaux gaulois qui sont exportés également par le même circuit rhodanien vers la vallée du Rhin et vers l'Angleterre. Et puis nous avons une chose tout à fait intéressante, c'est qu'on remarque
la capacité des amphores qui est petite, 30 litres ou 20 litres, alors que les tonneaux, ils sont des tonneaux de 200 litres, voire de 750 litres. Donc, c'est pas jeu égal. Il semble que, si on regarde les importations en amphores et en tonneaux dans le camp de Vindolanda à la frontière écossaise, tout là-haut, on a pu faire la comparaison. C'est mon amie Élise Marnière qui a fait ce beau travail. Les tonneaux ont été conservés sur ce site qui est humide, donc on a pu conserver le bois. Et elle est arrivée à mettre en relation ces tonneaux énormes par rapport aux quantités d'amphores. Regardez, là, on a des amphores à huile, en quantité, certes, mais pour le vin, on a très peu d'amphores à vin par rapport au vin qui est arrivé en tonneau. Et il semble que l'armée elle-même soit alimentée de vins ordinaires qui voyageaient en tonneau, alors que les officiers buvaient du vin qui arrivait en amphore. Ce vin de la Narbonnaise va aussi partir vers le sud, il va partir vers Rome, et très largement alimenté Ostie et Rome, Pompéi aussi. Il va partir vers le Maroc, il va partir plus loin vers des zones qui vous intéressent davantage. Par exemple, là, on va partir de Port-Vendre. Port-Vendre, c'est ici. Et nous avons une épave d'amphore vinaire gauloise 4 à Port-Vendre, qui est assez abîmée parce qu'elle est à 5 mètres de fond, l'épave de Port-Vendre 3, mais qui pouvait partir vraisemblablement vers la péninsule ibérique. Voilà cette épave d'amphore gauloise 4 qui malheureusement n'est pas publiée, mais qui est très belle et riche. Alors, comment préciser la région d'origine des vins de Narbonnaise exportés? C'est bien joli, ces vins arrivent, mais on sait qu'il y a une centaine d'ateliers d'amphore gauloise 4 en Narbonnaise. On voudrait bien savoir si c'est du vin de Provence, si c'est du vin du Languedoc, ou si c'est du vin de la vallée du Rhône. Et nous avons eu un bon exemple à Carthagène, qui est ici, où plusieurs amphores gauloises ont été trouvées, à la fois dans les 3 points qui sont là, et nous avons pu en analyser plusieurs. Alors là, c'est tout à fait intéressant parce que voici les amphores gauloises de Carthagène et l'analyse de 8 amphores gauloises 4 dans la villa de Portman et dans la domus de la Fortuna ont montré en analyse par fluorescence X, comparé à notre base de données, parce que nous avons analysé par fluorescence X aussi toutes les amphores des ateliers, beaucoup d'ateliers de la Côte Narbonnaise. Et ça, c'est le site pour Terre d'Amphore, ça c'est des photos, mais on a aussi un site pour les analyses. Et donc, les amphores de Carthagène viennent en effet de la province de Narbonnaise, et pour quelques-unes d'entre elles, plus précisément de la région de Fréjus et Toulon en Provence. Donc c'était du vin de Provence. Et ce travail a été réalisé et publié en 2015. Pour les analyses d'amphores, les analyses de pâte en fluorescence X, nous avons publié en 2009 ce livre avec Anne Schmidt. Les analyses ont été faites, plus de 700 analyses ont été faites au laboratoire de Lyon, au laboratoire de céramologie de Lyon, et nous avons créé une base de données géochimiques des ateliers, ce qui nous permet d'analyser les exportations et de les comparer l'argile à celle des ateliers de Côte Narbonnaise que nous connaissons. Voilà, donc ça donne à peu près ceci. On arrive à donner des arborescences comme ça, par vallée ou par région. On a la vallée de l'Orbe, la vallée de l'Aude, la vallée de l'Arc, la vallée du Rhône, la côte provençale, la vallée de la Durance, le Gardon, le Livron, etc. Donc c'est un outil qui est très utilisé aujourd'hui et qui arrive à se traiter largement avec les nouvelles découvertes. Alors le vin de Gaulle va partir en Méditerranée orientale. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas occidentale, puisqu'on a des importations à Mérida, à Braga et plusieurs
mais je pense que Roy nous en parlera plus précisément que moi, il est beaucoup plus au courant. Quand on va vers la Méditerranée orientale, on va trouver des enfants gauloises à Athènes, à Corinthe, à Éphèse, à Halicarnasse, en Crète, à plusieurs reprises, et on va aller jusqu'en Égypte, à Alexandrie, où il y en a pas mal. Voici par exemple des amphores trouvés à l'île d'Elbe ou à Malte, ou à Lixus au Maroc, avec un timbre qui est bien connu dans la vallée du Rhône. En voici qui sont trouvés en Crète, en voici qui sont trouvés à Namur, en Turquie. En voici d'autres qui viennent d'une épave qui s'appelle Chioni à Chypre, et il y en a une seconde aussi aujourd'hui. En voici qui viennent d'Égypte, en voici qui viennent d'Éphèse, encore une fois à Namur en Turquie. Et nous arrivons à Alexandrie et à la vallée du Nil. Alors là, c'est tout à fait intéressant parce qu'on trouve beaucoup d'amphores à Alexandrie et ces amphores vont être débarqués des bateaux qui arrivaient de l'Occident. Elles vont voyager sur des embarcations sur le Nil jusque vers Coptos, là au coude du Nil, et elles vont être débarquées. Et on va les trouver dans tous les camps romains qui vont jusqu'à la côte de la mer Rouge, en particulier à Mons Rodianus, à Al-Zarqa. Et donc là, il va y avoir un nouveau commerce. Elles vont être réembarquées sur des bateaux vers le sud de la mer Rouge. Et on va trouver une épave à Cana. Si on regarde à l'intérieur des terres, on va encore trouver des amphores gauloises dans les tombes à Méroé. On va en trouver encore plus loin à Sienne, qui est la ville la plus extrême vers le sud de l'Empire romain. Mais au-delà de l'Empire romain, on va en trouver aussi à Aksum, en Éthiopie. Et si nous continuons maintenant vers l'Orient, nous allons en trouver à Arikametum en Inde et à la Alamanopuram, qui est une petite ville d'époque romaine, au sud de l'Inde. Voici les amphores de Cana au Yémen. Voici les amphores d'Aksum en Éthiopie, avec une signature qui est très bien connue en Gaule. Et voici dans le sud de l'Inde des fragments d'amphores, une nef et un fond, qui sont trouvés à Arikametum. Et donc les exportations du vin gaulois du Midi dans tout l'Empire et au-delà sont très abondantes. On peut revenir au Portugal, que j'ai mal expliqué tout à l'heure, donc Braga, Mérida, Lisbonne, et aussi ici au sud. Et puis les points se multiplient au fur et à mesure que la recherche avance, ce qui est tout à fait intéressant pour notre connaissance du commerce. Et comme je le disais en commençant, les amphores en soi, c'est pas intéressant, mais leur contenu et leur voyage, c'est ça qui nous fait plaisir. Et puis, je voudrais vous montrer une surprise. C'est une découverte très récente qui a été faite à Aoste, en Isère, entre Lyon et la Suisse, et pour vous montrer que les amphores peuvent contenir autre chose que du vin. Cet amphore contient un trésor du IVe siècle, et question à mes collègues portugais, est-elle lusitanienne? Je ne sais pas. Je vous remercie pour votre attention.